Taking the TEF Canada exam? This is a TEF Canada listening practice test. Please write down your answers as you listen, and when you're done, indicate all your correct answers in the comments to receive your estimated NCLC score. Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu as reçu ta lettre pour la cérémonie de citoyenneté? Oui, c'est le 15 mars à Mississauga. Je suis tellement excité de devenir officiellement Canadien. Tu as reçu ta lettre pour la cérémonie de citoyenneté? Oui, c'est le 15 mars à Mississauga. Je suis tellement excité de devenir officiellement Canadien. As-tu fait ta déclaration d'impôt cette année? Pas encore, mais je dois la faire avant fin avril. Mon comptable dit que je devrais avoir un bon remboursement. As-tu fait ta déclaration d'impôt cette année? Pas encore, mais je dois la faire avant fin avril. Mon comptable dit que je devrais avoir un bon remboursement. New TEF test every week. Make sure you don't miss them. Salut Seb, comment va ton nouveau travail chez Air Canada? C'est bien, mais c'est juste un contrat de 6 mois. J'espère qu'ils me garderont après pour un poste permanent. Salut Seb, comment va ton nouveau travail chez Air Canada? C'est bien, mais c'est juste un contrat de 6 mois. J'espère qu'ils me garderont après pour un poste permanent. Ton fils joue encore au hockey cette saison? Oui, 3 entraînements par semaine, plus les matchs le samedi. Ça coûte une fortune avec l'équipement et les frais d'inscription. Ton fils joue encore au hockey cette saison? Oui, 3 entraînements par semaine, plus les matchs le samedi. Ça coûte une fortune avec l'équipement et les frais d'inscription. Question 5 à 8. Annonce publique. Écoutez l'annonce et répondez à la question. Attention visiteurs et patients. En raison de travaux d'agrandissement, le stationnement principal P1 sera fermé dès lundi prochain pour 3 mois. Utilisez les stationnements P2 et P3 situés de l'autre côté de l'avenue universitaire. Des navettes gratuites circuleront toutes les 10 minutes entre les stationnements et l'entrée principale. Attention visiteurs et patients. En raison de travaux d'agrandissement, le stationnement principal P1 sera fermé dès lundi prochain pour 3 mois. Utilisez les stationnements P2 et P3 situés de l'autre côté de l'avenue universitaire. Des navettes gratuites circuleront toutes les 10 minutes entre les stationnements et l'entrée principale.
Chers clients du marché Jean Talon, nous sommes heureux de vous annoncer qu'à partir du 1er juin, le marché restera ouvert jusqu'à 20 heures au lieu de 18 heures les jeudis et vendredis. Cette extension d'horaire vous permettra de faire vos courses après le travail. Les commerçants vous attendent avec leurs produits frais locaux. Chers clients du marché Jean Talon, nous sommes heureux de vous annoncer qu'à partir du 1er juin, le marché restera ouvert jusqu'à 20 heures au lieu de 18 heures les jeudis et vendredis. Cette extension d'horaire vous permettra de faire vos courses après le travail. Les commerçants vous attendent avec leurs produits frais locaux. Avis à tous les membres. Suite à un bris majeur du système de filtration, tous les cours d'aquaforme et de natation prévus cette semaine sont annulés. Des réparations sont en cours et devraient être complétées d'ici lundi prochain. Votre abonnement sera prolongé automatiquement d'une semaine. Excusez-nous pour cet inconvénient imprévu. Avis à tous les membres. Suite à un bris majeur du système de filtration, tous les cours d'aquaforme et de natation prévus cette semaine sont annulés. Des réparations sont en cours et devraient être complétées d'ici lundi prochain. Votre abonnement sera prolongé automatiquement d'une semaine. Excusez-nous pour cet inconvénient imprévu. Attention clientèle, à partir d'aujourd'hui, notre nouveau programme de récompense Argent CT est entièrement numérique. Téléchargez l'application mobile pour accumuler vos points automatiquement à chaque achat. Plus besoin de carte physique. Présentez simplement votre téléphone à la caisse. Inscrivez-vous dès maintenant et recevez 5 $ en points de bienvenue. Attention clientèle, à partir d'aujourd'hui, notre nouveau programme de récompense Argent CT est entièrement numérique. Téléchargez l'application mobile pour accumuler vos points automatiquement à chaque achat. Plus besoin de carte physique. Présentez simplement votre téléphone à la caisse. Inscrivez-vous dès maintenant et recevez 5 $ en points de bienvenue. Questions 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Écoutez le message et répondez à la question. Bonjour, Monsieur Côté. C'est Valérie de Bell Canada. Nous avons remarqué une anomalie sur votre facture du mois dernier. Vous avez été facturé 2 fois pour vos frais d'Internet. Nous avons crédité automatiquement 89 $ à votre compte. Vérifiez votre prochain relevé. Désolé pour cette erreur. Bonjour, Monsieur Côté. C'est Valérie de Bell Canada. Nous avons remarqué une anomalie sur votre facture du mois dernier. Vous avez été facturé 2 fois pour vos frais d'Internet. Nous avons crédité automatiquement 89 $ à votre compte. Vérifiez votre prochain relevé. Désolé pour cette erreur. Bonjour, Madame Tremblay. C'est Sophie du salon Beauté Plus. Vous avez manqué votre rendez-vous ce matin à 10 heures pour votre coloration. Si vous souhaitez venir demain samedi en fin d'après-midi, nous pouvons vous accueillir. Sinon, la prochaine disponibilité est dans 2 semaines.
Bonjour, Madame Tremblay. C'est Sophie du salon Beauté Plus. Vous avez manqué votre rendez-vous ce matin à 10 heures pour votre coloration. Si vous souhaitez venir demain samedi en fin d'après-midi, nous pouvons vous accueillir. Sinon, la prochaine disponibilité est dans 2 semaines. Chère étudiante, c'est le bureau des bourses de l'Université Laval. Excellente nouvelle. Votre demande de bourse d'excellence a été acceptée. Vous recevrez 3 500 $ pour votre prochaine session. Les conditions: maintenir une moyenne de 3,5 et suivre un minimum de 12 crédits par trimestre. Chère étudiante, c'est le bureau des bourses de l'Université Laval. Excellente nouvelle. Votre demande de bourse d'excellence a été acceptée. Vous recevrez 3 500 $ pour votre prochaine session. Les conditions: maintenir une moyenne de 3,5 et suivre un minimum de 12 crédits par trimestre. Bonsoir, Madame Girard. C'est Laurent du restaurant chez Laurent. Nous confirmons votre réservation pour 4 personnes demain samedi à 19 heures. Nous avons une table près de la fenêtre comme demandé. Si vous ne pouvez pas venir, prévenez-nous avant 18 heures pour laisser la table à d'autres clients. Bonsoir, Madame Girard. C'est Laurent du restaurant chez Laurent. Nous confirmons votre réservation pour 4 personnes demain samedi à 19 heures. Nous avons une table près de la fenêtre comme demandé. Si vous ne pouvez pas venir, prévenez-nous avant 18 heures pour laisser la table à d'autres clients. Bonjour, Monsieur Okafor, c'est Toyota Edmonton. Votre véhicule a besoin de son entretien régulier. Nous vous recommandons de programmer une visite pour l'inspection des freins, le changement d'huile et la rotation des pneus. Appelez-nous pour réserver votre créneau. Première visite, 30% de rabais. Bonjour, Monsieur Okafor, c'est Toyota Edmonton. Votre véhicule a besoin de son entretien régulier. Nous vous recommandons de programmer une visite pour l'inspection des freins, le changement d'huile et la rotation des pneus. Appelez-nous pour réserver votre créneau. Première visite, 30% de rabais. Bonjour, membres du gym Équilibre Fitness. Nous vous informons que nos installations seront fermées du 15 au 22 juillet pour maintenance complète de l'équipement. Votre abonnement sera suspendu sans frais supplémentaires durant cette période. Réouverture normale le 23 juillet. Merci de votre patience. Bonjour, membres du gym Équilibre Fitness. Nous vous informons que nos installations seront fermées du 15 au 22 juillet pour maintenance complète de l'équipement. Votre abonnement sera suspendu sans frais supplémentaires durant cette période. Réouverture normale le 23 juillet. Merci de votre patience. Question 15 à 20, micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Indiquez si la personne interrogée est
Absolument! Au Québec, on a un système subventionné depuis des années et ça change tout. Les parents, particulièrement les femmes, peuvent travailler sans culpabilité. C'est un investissement social qui bénéficie à toute l'économie. Les enfants reçoivent aussi une socialisation précoce importante. Absolument! Au Québec, on a un système subventionné depuis des années et ça change tout. Les parents, particulièrement les femmes, peuvent travailler sans culpabilité. C'est un investissement social qui bénéficie à toute l'économie. Les enfants reçoivent aussi une socialisation précoce importante. Je comprends l'argument, mais qui paye vraiment? C'est les contribuables, et puis les taxes augmentent. Je pense qu'il faut une approche mixte, service public pour les familles à revenus faibles, mais pas gratuit pour tous. C'est une question d'équité fiscale, pas juste de générosité. Je comprends l'argument, mais qui paye vraiment? C'est les contribuables, et puis les taxes augmentent. Je pense qu'il faut une approche mixte, service public pour les familles à revenus faibles, mais pas gratuit pour tous. C'est une question d'équité fiscale, pas juste de générosité. Franchement, je vois les listes d'attente longues, même pour les services subventionnés. Le vrai problème, c'est pas la gratuité, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Ajouter la gratuité sans augmenter l'offre, ça va juste créer plus de chaos administratif. Franchement, je vois les listes d'attente longues, même pour les services subventionnés. Le vrai problème, c'est pas la gratuité, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Ajouter la gratuité sans augmenter l'offre, ça va juste créer plus de chaos administratif. Non, absolument pas. C'est une source vitale de revenus pour les universités. Sans ces frais élevés, on perd les investissements en recherche, les bourses pour les étudiants locaux, les installations modernes. Les étudiants internationaux apportent aussi une richesse culturelle énorme au campus. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Non, absolument pas. C'est une source vitale de revenus pour les universités. Sans ces frais élevés, on perd les investissements en recherche, les bourses pour les étudiants locaux, les installations modernes. Les étudiants internationaux apportent aussi une richesse culturelle énorme au campus. C'est un vrai partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Je comprends l'argument financier, mais c'est devenu absurde. Un étudiant international paye 3 fois plus cher qu'un Canadien pour exactement les mêmes cours. Ça crée une division claire sur les campus. Je ne dis pas les rendre gratuits, mais les plafonner à un niveau raisonnable garderait l'équité sans détruire le financement universitaire. Je comprends l'argument financier, mais c'est devenu absurde. Un étudiant international paye 3 fois plus cher qu'un Canadien pour exactement les mêmes cours. Ça crée une division claire sur les campus.
Je ne dis pas les rendre gratuits, mais les plafonner à un niveau raisonnable garderait l'équité sans détruire le financement universitaire. Écoutez, le vrai problème, c'est que ça n'attire pas les meilleurs talents du monde. Les étudiants d'élite vont aux États-Unis ou en Europe. Les frais élevés attirent surtout des gens riches, pas nécessairement les plus brillants. Et pendant ce temps, les universités sont tellement dépendantes de cet argent qu'elles ont oublié leur mission pédagogique. Écoutez, le vrai problème, c'est que ça n'attire pas les meilleurs talents du monde. Les étudiants d'élite vont aux États-Unis ou en Europe. Les frais élevés attirent surtout des gens riches, pas nécessairement les plus brillants. Et pendant ce temps, les universités sont tellement dépendantes de cet argent qu'elles ont oublié leur mission pédagogique. Question 21 à 22, chronique. Écoutez la chronique et répondez à la question. Mes chers Canadiens, parlons un peu de cette nouvelle religion, le hustle culture. Ah, cette obsession nord-américaine de toujours en faire plus, d'être plus productif, plus ambitieux, plus connecté. Avant, on rêvait d'un bon emploi stable, une maison, une retraite. Maintenant, c'est passé. Il faut avoir un side hustle, 3 emplois minimum, un podcast sur tes passions, investir en crypto-monnaie, lancer une start-up. Tout ça en dormant 4 heures par nuit, évidemment. Les influenceurs nous vendent des morning routines à 5 heures du matin. Les podcasteurs optimisent chaque minute de leur existence. Et les entrepreneurs deviennent des rockstars. Travailler 50 heures par semaine, trop faible. Il faut souffrir pour réussir, paraît-il. Mais personne ne parle du burn-out massif, de l'anxiété, de la dépression. On célèbre l'épuisement comme une vertu. C'est devenu un badge d'honneur d'être trop occupé pour voir ses amis. Mes chers Canadiens, parlons un peu de cette nouvelle religion, le hustle culture. Ah, cette obsession nord-américaine de toujours en faire plus, d'être plus productif, plus ambitieux, plus connecté. Avant, on rêvait d'un bon emploi stable, une maison, une retraite. Maintenant, c'est passé. Il faut avoir un side hustle, 3 emplois minimum, un podcast sur tes passions, investir en crypto-monnaie, lancer une start-up. Tout ça en dormant 4 heures par nuit, évidemment. Les influenceurs nous vendent des morning routines à 5 heures du matin. Les podcasteurs optimisent chaque minute de leur existence. Et les entrepreneurs deviennent des rockstars. Travailler 50 heures par semaine, trop faible. Il faut souffrir pour réussir, paraît-il. Mais personne ne parle du burn-out massif, de l'anxiété, de la dépression. On célèbre l'épuisement comme une vertu. C'est devenu un badge d'honneur d'être trop occupé pour voir ses amis. Chers auditeurs, bienvenue dans l'univers merveilleux des applications de rencontres canadiennes. Tinder, Bumble, Hinge. Ah, la technologie qui nous a promis de trouver l'amour en glissant du doigt. Imaginez, des milliers de célibataires à proximité, curatés par des algorithmes sophistiqués. C'est formidable.
Sauf que tout le monde utilise les mêmes 3 photos, les mêmes phrases passe-partout. J'aime les aventures et les voyages, dit 90% des profils. Wow! How original! Et puis, il y a les premières rencontres. Vous attendez quelqu'un qui ressemble à ces photos de 2015. À la place arrive quelqu'un qui a un angle de caméra très généreux et de meilleurs filtres. Pas d'accusation, juste une observation. Et les conversations commencent par « ça va ?» suivi de silence radio de 3 jours. Ou pire, des messages d'hommes qui ouvrent avec « Hey !» très subtil, très séduisant. Et après des mois d'essai, on se demande si c'était mieux avant quand on rencontrait les gens par hasard, à l'épicerie ou à un party. Au moins, c'était authentique. Chers auditeurs, bienvenue dans l'univers merveilleux des applications de rencontres canadiennes. Tinder, Bumble, Hinge. Ah, la technologie qui nous a promis de trouver l'amour en glissant du doigt. Imaginez, des milliers de célibataires à proximité, curatés par des algorithmes sophistiqués. C'est formidable. Sauf que tout le monde utilise les mêmes 3 photos, les mêmes phrases passe-partout. J'aime les aventures et les voyages, dit 90% des profils. Wow! How original! Et puis, il y a les premières rencontres. Vous attendez quelqu'un qui ressemble à ces photos de 2015. À la place arrive quelqu'un qui a un angle de caméra très généreux et de meilleurs filtres. Pas d'accusation, juste une observation. Et les conversations commencent par « ça va ?» suivi de silence radio de 3 jours. Ou pire, des messages d'hommes qui ouvrent avec « Hey !» très subtil, très séduisant. Et après des mois d'essai, on se demande si c'était mieux avant quand on rencontrait les gens par hasard, à l'épicerie ou à un party. Au moins, c'était authentique. Questions 23 à 28, interview. Écoutez l'interview et répondez aux 2 questions. Docteur Patricia Rousseau, vous avez étudié l'impact du télétravail sur la productivité canadienne. Vos conclusions? C'est complexe. Nos données montrent une augmentation initiale de productivité de 15 à 20 mais après 18 mois, elle stagne puis décline légèrement. Le problème n'est pas la productivité, c'est l'épuisement psychologique. L'absence de frontières entre travail et maison crée une pression constante. Faut-il revenir au bureau alors? Pas nécessairement. Le modèle hybride fonctionne mieux. 2 jours au bureau, 3 à la maison. Mais les entreprises doivent aussi créer des cultures de déconnexion. Pas de réunion après 17 heures, vacances vraiment respectées. Sinon, on va droit vers une génération d'employés complètement épuisés. Le télétravail n'est pas magique, c'est juste différent. Docteur Patricia Rousseau, vous avez étudié l'impact du télétravail sur la productivité canadienne. Vos conclusions? C'est complexe. Nos données montrent une augmentation initiale de productivité de 15 à 20 mais après 18 mois, elle stagne puis décline légèrement. Le problème n'est pas la productivité, c'est l'épuisement psychologique. L'absence de frontières entre travail et maison crée une pression constante. Faut-il revenir au bureau alors? Pas nécessairement. Le modèle hybride fonctionne mieux. 2 jours au bureau, 3 à la maison. Mais les entreprises doivent aussi créer des cultures de déconnexion. Pas de réunion après 17 heures,
Vacances vraiment respectées. Sinon, on va droit vers une génération d'employés complètement épuisés. Le télétravail n'est pas magique, c'est juste différent. Marc Deschamps, vous dirigez une start-up de recyclage à Montréal. Comment économie circulaire et profitabilité coexistent? C'est le défi. Les gens pensent que durable est non rentable. Faux. On crée de la valeur en traitant les déchets comme des ressources. Mais honnêtement, c'est compliqué. Les subventions gouvernementales disparaissent, les prix des matières premières fluctuent, et les consommateurs ne paient pas plus cher pour des produits verts. Vous êtes pessimiste alors? Non, réaliste. L'économie circulaire fonctionne, mais seulement si c'est rentable intrinsèquement. Si ça dépend uniquement de l'altruisme des consommateurs ou des gouvernements, ça s'effondre. Les grandes corporations polluantes doivent être obligées, pas encouragées. La régulation change la donne. Marc Deschamps, vous dirigez une start-up de recyclage à Montréal. Comment économie circulaire et profitabilité coexistent? C'est le défi. Les gens pensent que durable est non rentable. Faux. On crée de la valeur en traitant les déchets comme des ressources. Mais honnêtement, c'est compliqué. Les subventions gouvernementales disparaissent, les prix des matières premières fluctuent, et les consommateurs ne paient pas plus cher pour des produits verts. Vous êtes pessimiste alors? Non, réaliste. L'économie circulaire fonctionne, mais seulement si c'est rentable intrinsèquement. Si ça dépend uniquement de l'altruisme des consommateurs ou des gouvernements, ça s'effondre. Les grandes corporations polluantes doivent être obligées, pas encouragées. La régulation change la donne. Professeur Lisa Chen, vous étudiez l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents. Que devrait-on faire? Arrêtez de blâmer les adolescents. Les algorithmes sont conçus pour créer de l'addiction. Les jeunes ne choisissent pas de passer 4 heures sur TikTok. C'est engineered pour ça. Les gouvernements parlent de responsabilité numérique des jeunes alors que les milliards de big tech achètent des politiciens. Et que proposez-vous? Une régulation stricte, limiter les algorithmes de recommandation, interdire la publicité ciblée aux mineurs, imposer des limites de temps d'utilisation. Oui, ça va réduire les profits de Meta et TikTok. Mais la santé mentale d'une génération vaut plus que les dividendes des actionnaires. C'est un choix politique, pas un problème technique. Professeur Lisa Chen,
Vous étudiez l'impact des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents. Que devrait-on faire? Arrêtez de blâmer les adolescents. Les algorithmes sont conçus pour créer de l'addiction. Les jeunes ne choisissent pas de passer 4 heures sur TikTok. C'est engineered pour ça. Les gouvernements parlent de responsabilité numérique des jeunes alors que les milliards de Big Tech achètent des politiciens. Et que proposez-vous? Une régulation stricte, limiter les algorithmes de recommandation, interdire la publicité ciblée aux mineurs, imposer des limites de temps d'utilisation. Oui, ça va réduire les profits de Meta et TikTok. Mais la santé mentale d'une génération vaut plus que les dividendes des actionnaires. C'est un choix politique, pas un problème technique. Questions 29 à 30, reportage. Écoutez le reportage et répondez aux 2 questions. Dans le quartier Parkdale de Toronto, une transformation urbaine sans précédent remodèle le tissu social. Reportage de David Sinclair. Le quartier Parkdale, autrefois refuge des communautés immigrantes et des personnes vulnérables, devient progressivement un quartier huppé. En 5 ans, les loyers ont augmenté de 150 %. Les petits commerces familiaux, boucheries halal, épiceries portugaises, restaurants chinois, cèdent la place à des cafés branchés et des boutiques de luxe. Sur King Street, Maria Rodriguez gère une épicerie depuis 28 ans. Les propriétaires augmentent le loyer de façon prédatrice. Je dois fermer fin du mois. Où iront mes clients? Certains vivent ici depuis 40 ans. Urbaniste, Dr. James Wu. La gentrification n'est pas malveillante en soi. C'est le processus naturel d'amélioration urbaine. Mais le Canada manque d'outils politiques pour gérer le déplacement humain qui l'accompagne. On regarde l'augmentation des valeurs immobilières comme une victoire. On ignore les 3000 personnes sans abri que ça génère. Les chiffres sont éloquents. Les taux d'itinérance à Parkdale ont triplé en 3 ans. Les services sociaux, autrefois concentrés ici, disparaissent car les organismes n'ont plus l'accès à des locaux abordables. C'est un paradoxe pervers. L'amélioration du quartier accélère son déclin social. Les autorités municipales esquivent la responsabilité. D'autres villes, Berlin, Barcelone, imposent des contrôles de loyer, des exigences de logements sociaux mixtes, des protections contre les évictions arbitraires. Toronto pourrait faire pareil. Elle choisit de ne pas le faire. Parkdale symbolise un modèle urbain où la prospérité économique et la cohésion sociale deviennent mutuellement exclusives. Les entrepreneurs prospèrent pendant que les anciens résidents, l'épine dorsale du quartier, se retrouvent à chercher refuge ailleurs. La vraie question n'est pas comment empêcher la gentrification, mais comment la gérer de façon équitable. Toronto n'a pas encore trouvé la réponse. Dans le quartier Parkdale de Toronto, une transformation urbaine sans précédent remodèle le tissu social. Reportage de David Sinclair. Le quartier Parkdale, autrefois refuge des communautés immigrantes et des personnes vulnérables, devient progressivement un quartier huppé. En 5 ans, les loyers ont augmenté de 150 %. Les petits commerces familiaux, boucheries halal, épiceries portugaises, restaurants chinois, cèdent la place à des cafés branchés et des boutiques de luxe.
Sur King Street, Maria Rodriguez gère une épicerie depuis 28 ans. Les propriétaires augmentent le loyer de façon prédatrice. Je dois fermer fin du mois. Où iront mes clients? Certains vivent ici depuis 40 ans. Urbaniste, Dr. James Wu. La gentrification n'est pas malveillante en soi. C'est le processus naturel d'amélioration urbaine. Mais le Canada manque d'outils politiques pour gérer le déplacement humain qui l'accompagne. On regarde l'augmentation des valeurs immobilières comme une victoire. On ignore les 3000 personnes sans abri que ça génère. Les chiffres sont éloquents. Les taux d'itinérance à Parkdale ont triplé en 3 ans. Les services sociaux, autrefois concentrés ici, disparaissent car les organismes n'ont plus l'accès à des locaux abordables. C'est un paradoxe pervers. L'amélioration du quartier accélère son déclin social. Les autorités municipales esquivent la responsabilité. D'autres villes, Berlin, Barcelone, imposent des contrôles de loyer, des exigences de logements sociaux mixtes, des protections contre les évictions arbitraires. Toronto pourrait faire pareil. Elle choisit de ne pas le faire. Parkdale symbolise un modèle urbain où la prospérité économique et la cohésion sociale deviennent mutuellement exclusives. Les entrepreneurs prospèrent pendant que les anciens résidents, l'épine dorsale du quartier, se retrouvent à chercher refuge ailleurs. La vraie question n'est pas comment empêcher la gentrification, mais comment la gérer de façon équitable. Toronto n'a pas encore trouvé la réponse. Question 31 à 40. Documents divers. Écoutez le document et répondez à la question. Le débat souverainiste québécois révèle une tension épistémologique fondamentale. La nation se définit-elle par l'ethnie, la culture ou par un projet politique émancipateur? Les souverainistes arguent que la préservation linguistique et culturelle exige l'autodétermination institutionnelle. Les fédéralistes contre-arguent que le multiculturalisme canadien offre une protection équivalente sans fragmenter le pays. Cette dichotomie occulte une réalité plus nuancée. L'identité québécoise s'est progressivement déstabilisée, passant d'une définition ethno-religieuse à une construction civique pluraliste. Le mouvement souverainiste contemporain doit réconcilier cette trajectoire historique avec des aspirations autonomistes. Le débat souverainiste québécois révèle une tension épistémologique fondamentale. La nation se définit-elle par l'ethnie, la culture ou par un projet politique émancipateur? Les souverainistes arguent que la préservation linguistique et culturelle exige l'autodétermination institutionnelle. Les fédéralistes contre-arguent que le multiculturalisme canadien offre une protection équivalente sans fragmenter le pays. Cette dichotomie occulte une réalité plus nuancée. L'identité québécoise s'est progressivement déstabilisée, passant d'une définition ethno-religieuse à une construction civique pluraliste. Le mouvement souverainiste contemporain doit réconcilier cette trajectoire historique avec des aspirations autonomistes. Les mécanismes qui perpétuent l'inégalité des richesses au Canada révèlent une architecture systémique complexe dépassant la simple corrélation mérite-revenu. Les héritages générationnels accumulent avantages compétitifs, accès à l'éducation, capital social, réseau professionnel. Parallèlement, les biais cognitifs amplifient ces disparités. Les riches attribuent leur succès à la compétence personnelle, tandis que les pauvres internalisent leur précarité comme défaillance individuelle. Cette dissonance narrative justifie l'inaction politique. Les données révèlent que la mobilité intergénérationnelle au Canada stagne depuis 2 décennies, contredisant le mythe de l'égalité des chances.
Les mécanismes qui perpétuent l'inégalité des richesses au Canada révèlent une architecture systémique complexe dépassant la simple corrélation mérite-revenu. Les héritages générationnels accumulent avantages compétitifs, accès à l'éducation, capital social, réseau professionnel. Parallèlement, les biais cognitifs amplifient ces disparités. Les riches attribuent leur succès à la compétence personnelle, tandis que les pauvres internalisent leur précarité comme défaillance individuelle. Cette dissonance narrative justifie l'inaction politique. Les données révèlent que la mobilité intergénérationnelle au Canada stagne depuis 2 décennies, contredisant le mythe de l'égalité des chances. L'exploitation des ressources naturelles canadiennes illustre une contradiction performative. Le Canada se positionne comme leader climatique tout en subsidiant massivement les industries extractives. Cette dissonance n'est pas accidentelle, mais structurelle. L'extractivisme demeure la base de l'accumulation capitaliste canadienne. Les discours de développement durable fonctionnent comme mécanisme de légitimation permettant la poursuite du pillage. Les communautés autochtones et les écosystèmes supportent les externalités négatives, tandis que les profits s'accumulent aux mains des élites urbaines et des actionnaires étrangers. Cette géographie de l'injustice environnementale révèle comment le Canada perpétue un colonialisme interne. L'exploitation des ressources naturelles canadiennes illustre une contradiction performative. Le Canada se positionne comme leader climatique tout en subsidiant massivement les industries extractives. Cette dissonance n'est pas accidentelle, mais structurelle. L'extractivisme demeure la base de l'accumulation capitaliste canadienne. Les discours de développement durable fonctionnent comme mécanisme de légitimation permettant la poursuite du pillage. Les communautés autochtones et les écosystèmes supportent les externalités négatives, tandis que les profits s'accumulent aux mains des élites urbaines et des actionnaires étrangers. Cette géographie de l'injustice environnementale révèle comment le Canada perpétue un colonialisme interne. Les villes canadiennes connaissent une homogénéisation progressive où les particularités locales cèdent à l'uniformité consumériste globale. Ce processus s'accélère par la numérisation. Les places publiques se vident tandis que les interactions sociales se délocalisent en ligne. Les commerces indépendants, générateurs de textures urbaines et de liens communautaires, disparaissent, supplantés par des chaînes franchisées interchangeables. Cette rationalisation urbaine sacrifie la sérendipité, l'altérité, la flânerie. Les villes perdent leur capacité d'étonnement. Le tissu social se désagrège au profit d'une connectivité abstraite. Les villes canadiennes connaissent une homogénéisation progressive où les particularités locales cèdent à l'uniformité consumériste globale. Ce processus s'accélère par la numérisation. Les places publiques se vident tandis que les interactions sociales se délocalisent en ligne. Les commerces indépendants, générateurs de textures urbaines et de liens communautaires, disparaissent, supplantés par des chaînes franchisées interchangeables. Cette rationalisation urbaine sacrifie la sérendipité, l'altérité, la flânerie. Les villes perdent leur capacité d'étonnement. Le tissu social se désagrège au profit d'une connectivité abstraite.
L'émergence des modèles d'IA générative soulève des interrogations éthiques irrésolues concernant l'attribution de l'agentivité et la responsabilité morale. Ces systèmes ne sont pas simplement des outils neutres, mais des acteurs qui reconfigurent les champs épistémiques. Entraînés sur des corpus de données biaisés, ils reproduisent et amplifient les inégalités structurelles. Parallèlement, leur opacité computationnelle rend difficile l'identification des biais. Les entreprises technologiques priorisent l'expansion commerciale sur l'audit éthique. Le Canada, malgré son positionnement en IA responsable, demeure complice par l'absence de régulation contraignante. L'émergence des modèles d'IA générative soulève des interrogations éthiques irrésolues concernant l'attribution de l'agentivité et la responsabilité morale. Ces systèmes ne sont pas simplement des outils neutres, mais des acteurs qui reconfigurent les champs épistémiques. Entraînés sur des corpus de données biaisés, ils reproduisent et amplifient les inégalités structurelles. Parallèlement, leur opacité computationnelle rend difficile l'identification des biais. Les entreprises technologiques priorisent l'expansion commerciale sur l'audit éthique. Le Canada, malgré son positionnement en IA responsable, demeure complice par l'absence de régulation contraignante. Les initiatives de réconciliation canadiennes demeurent largement performatives, substituant la rhétorique à l'action structurelle. Les excuses gouvernementales, bien que symboliquement significatives, n'adressent pas les déterminants matériels de l'oppression systémique. Absence de contrôle territorial, sous-financement chronique des services, perpétuation des structures coloniales de gouvernance. La Commission Vérité et Réconciliation a accumulé les preuves documentaires sans générer de transformation politique substantielle. Les appels à l'action demeurent largement ignorés. Cette disjoncture entre reconnaissance discursive et changement institutionnel révèle les limites d'une réconciliation sans justice redistributive. Les initiatives de réconciliation canadiennes demeurent largement performatives, substituant la rhétorique à l'action structurelle. Les excuses gouvernementales, bien que symboliquement significatives, n'adressent pas les déterminants matériels de l'oppression systémique. Absence de contrôle territorial, sous-financement chronique des services, perpétuation des structures coloniales de gouvernance. La Commission Vérité et Réconciliation a accumulé les preuves documentaires sans générer de transformation politique substantielle. Les appels à l'action demeurent largement ignorés. Cette disjoncture entre reconnaissance discursive et changement institutionnel révèle les limites d'une réconciliation sans justice redistributive. La littérature québécoise contemporaine se caractérise par une tension entre l'affirmation identitaire et la dissolution des frontières. Les écrivains interrogent la pertinence même de la catégorie littérature québécoise dans un contexte de circulation transnationale des œuvres. La langue française, autrefois marqueur identitaire incontesté, devient espace de négociation où coexistent créolisation, hybridation linguistique. Cette poétique de l'indétermination reflète une condition post-nationale où l'appartenance se formule davantage en termes de trajectoire que de territoire. Les œuvres de Dany Laferrière, Kim Thuy incarnent cette fluidité radicale.
La littérature québécoise contemporaine se caractérise par une tension entre l'affirmation identitaire et la dissolution des frontières. Les écrivains interrogent la pertinence même de la catégorie littérature québécoise dans un contexte de circulation transnationale des œuvres. La langue française, autrefois marqueur identitaire incontesté, devient espace de négociation où coexistent créolisation, hybridation linguistique. Cette poétique de l'indétermination reflète une condition post-nationale où l'appartenance se formule davantage en termes de trajectoire que de territoire. Les œuvres de Dany Laferrière, Kim Thuy incarnent cette fluidité radicale. La reconnaissance des épistémologies autochtones pose la question de l'incommensurabilité entre systèmes de connaissances fondamentalement différents. Les savoirs autochtones, ancrés dans une relation écologique pluricentenaire, ne se traduisent pas aisément en catégories scientifiques occidentales. Les tentatives de validation scientifique des connaissances écologiques autochtones risquent paradoxalement de les domestiquer, de les inscrire dans une hiérarchie où la science occidentale demeure l'arbitre ultime. Une véritable réconciliation épistémique exigerait non seulement le pluralisme méthodologique, mais la décolonisation radicale des institutions de savoir. La reconnaissance des épistémologies autochtones pose la question de l'incommensurabilité entre systèmes de connaissances fondamentalement différents. Les savoirs autochtones, ancrés dans une relation écologique pluricentenaire, ne se traduisent pas aisément en catégories scientifiques occidentales. Les tentatives de validation scientifique des connaissances écologiques autochtones risquent paradoxalement de les domestiquer, de les inscrire dans une hiérarchie où la science occidentale demeure l'arbitre ultime. Une véritable réconciliation épistémique exigerait non seulement le pluralisme méthodologique, mais la décolonisation radicale des institutions de savoir. La prolifération des contrats précaires au Canada révèle une mutation du capitalisme occidental vers des modèles de flexibilité généralisés. Les travailleurs autonomes, contractuels et gig workers constituent désormais 40% de la main-d'œuvre. Cette transformation présente l'instabilité comme libération entrepreneuriale. En réalité, elle transfère les risques économiques de l'entreprise vers l'individu. Les bénéfices sociaux disparaissent, les garanties collectives s'érodent. Cette précarisation systématique génère une anxiété chronique, réduisant la mobilité sociale ascendante. La rhétorique néolibérale naturalise cette condition, occultant son caractère politique délibéré. La prolifération des contrats précaires au Canada révèle une mutation du capitalisme occidental vers des modèles de flexibilité généralisés. Les travailleurs autonomes, contractuels et gig workers constituent désormais 40% de la main-d'œuvre. Cette transformation présente l'instabilité comme libération entrepreneuriale. En réalité, elle transfère les risques économiques de l'entreprise vers l'individu. Les bénéfices sociaux disparaissent, les garanties collectives s'érodent. Cette précarisation systématique génère une anxiété chronique, réduisant la mobilité sociale ascendante. La rhétorique néolibérale naturalise cette condition, occultant son caractère politique délibéré.
Les politiques de santé publique canadiennes fonctionnent selon une logique biopolitique. L'État administre la population en tant que ressource vivante à optimiser. Les campagnes de sensibilisation sanitaire disciplinent les corps, inculquant l'autodéresponsabilisation. Les individus internalisent les normes gouvernementales, transformant l'intervention externe en autocoercition. Cette stratégie dépolitise les déterminants sociaux de la santé. Pauvreté, insécurité alimentaire, précarité du logement. En individualisant la responsabilité sanitaire, l'État évite d'adresser les injustices structurelles. La pandémie a intensifié cette dynamique, justifiant une surveillance sans précédent au nom de la santé collective. Les politiques de santé publique canadiennes fonctionnent selon une logique biopolitique. L'État administre la population en tant que ressource vivante à optimiser. Les campagnes de sensibilisation sanitaire disciplinent les corps, inculquant l'autodéresponsabilisation. Les individus internalisent les normes gouvernementales, transformant l'intervention externe en autocoercition. Cette stratégie dépolitise les déterminants sociaux de la santé. Pauvreté, insécurité alimentaire, précarité du logement. En individualisant la responsabilité sanitaire, l'État évite d'adresser les injustices structurelles. La pandémie a intensifié cette dynamique, justifiant une surveillance sans précédent au nom de la santé collective.